Bonsoir à tous et bienvenue dans USB Foot, notre émission consacrée au football ligérien en collaboration avec nos partenaires de France Bleu, Mayenne, France Bleu Loire-Océan également, France 3 Maine aussi et de la partie. On va passer en revue l'actualité de la Ligue 1 avec nos clubs d'Angers et Nantes et également l'actualité des clubs de National puisque nous avons, vous le savez, 3 clubs ligériens. Nous avons Laval, nous avons Cholet et nous avons Le Mans engagés dans ce championnat. Avant cela, quand même vous présenter notre invitée, une invitée puisqu'elle a 20 ans, elle joue en Vendée, mais elle n'a pas grandi ici, c'est une banlieusarde, surtout c'est une internationale espoir, on dit internationale U19 même pour les filles. Je vous demande d'accueillir avec moi, c'est Catherine. Catherine Karadjov, bienvenue Catherine. Bienvenue. Tu vas bien? Oui, très bien. La bise. Oui. Ça va être plus simple, ça fait plus... Il n'y a pas de problème. Alors, je voulais te demander finalement... Cette région, tu la découvres. Tu n'en connais pas grand-chose pour l'instant, donc tu vas suivre un peu avec nous, je crois. Ça fait qu'un an que je suis ici, donc voilà, j'ai pas trop eu l'occasion encore de suivre toute l'actualité de la région. Oui. Je te présentais International U19 parce que tu as participé à la Coupe d'Europe. Oui, c'était en 2017 et tu avais un très joli maillot. Tu peux nous montrer? Oui. Alors, voilà notre maillot justement de la finale contre l'Espagne en Coupe d'Europe. Moi, j'en ai pas un comme ça, il y a écrit quoi? Ah oui, et il y a nos noms. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, c'est la première fois que je vois mon nom floqué sur un maillot et qui plus est de l'équipe de France. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et qui touche beaucoup, quoi. Voilà. C'est un bon souvenir. C'était, je sais pas, il y a une photo qui te montre un peu au-dessus des nuages. Je sais pas, est-ce que c'était un peu l'ambiance dans laquelle tu étais pendant cette Coupe d'Europe? C'est vrai que l'ambiance elle est vraiment très très jolie. Et c'est vrai que l'ambiance dans laquelle on était vraiment extraordinaire. On avait un groupe, un très bon groupe, assez soudé, assez pour arriver jusqu'en finale. Puis malgré la défaite en finale qui est une petite déception, ça reste quand même une expérience exceptionnelle à vivre. Tu as marqué un but? C'est ça. Tu as marqué un but, c'était contre l'Italie? C'est ça. Bon, vous êtes mené 1-0 et puis d'un seul coup, Karadjov arrive. Sur un centre, le gardien de but de l'Italie t'a un petit peu aidé, mais il faut être là. C'est ça. Il faut être là, t'es là, et puis t'emmènes tout le monde, le ballon inclus. Oui, exact. Bon, et ça, on en garde enfin j'imagine, il y a la Marseillaise, c'est sympa. Marquer un but, ça fait ça fait énormément plaisir. Enfin, c'est une joie qui est indescriptible. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec toute l'ambiance, le public autour. C'est vraiment génial. Et on voit le film de sa vie de footballeuse à ce moment-là qui passe? Non, peut-être pas. À ce moment-là, on n'est qu'à 1-1. C'est vrai qu'on essaye plutôt de voir la victoire qui arrive au bout. Je peux le reposer? Oui, tu peux le reposer. Voilà. Hop. Oui, c'est vrai que on reste vraiment concentré sur le match à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, quand on revoit nos exploits, ça fait toujours plaisir. Tu t'es dit quand même, je fais partie des 22 meilleures joueuses de ma génération. Enfin, c'est quelque chose, l'équipe de France. Ça traverse l'esprit, forcément. Et on s'en rend pas compte tout de suite quand on y est, mais on profite à fond. Voilà. La défaite face à l'Espagne, ça teinte un petit peu ce souvenir parce qu'il y avait quelque chose à faire, ça ne se jouait pas grand-chose, un but dans les dernières minutes, alors que vous menez 2-1, on mène toujours 1-0, 2-1, voilà. Et puis à la fin ça fait 3-2. C'est ça, on n'a pas su tenir jusqu'au bout, mais bon après voilà, c'est le football et c'est des choses qui arrivent. Et j'espère qu'on ne refera pas 2 fois la même erreur. Normalement, on en garde quelque chose, c'est ce qu'on va en faire. Exactement. Bon, on va parler de la Vendée et de ton club dans cet USB, mais d'abord le sommaire. Sommaire où on va d'abord vous proposer d'aller sur les terrains de Ligue 1. La Ligue 1 où Cardozo, on ne sait pas encore quel temps employer. Il est l'entraîneur, il était l'entraîneur. 3 petits mois, il est là, et là les résultats ne sont pas là. C'est compliqué, on va voir ça. On va voir également Laval, c'est le championnat national. Laval qui cartonne, 6 victoires de suite, on va en parler. On va parler également de La Roche-sur-Yon. On n'en parle pas souvent en foot, mais en foot féminin, vous êtes quand même en 2e division. Ça mérite un coup de projecteur. C'est un petit peu pour ça qu'on vous a fait venir. Bon, c'est pas mal, vous avez prévu de nous dire des choses. Allez, on va d'abord passer à la Ligue 1. Vous avez ça? La Ligue 1, pour vous dire notamment le classement. Dans le classement, tout est un petit peu dit. Dans ce classement de Ligue 1, puisqu'on a Angers qui est 8e. Angers qui est 8e avec 10 points, 3 victoires, 1 nul, 3 défaites.
C'est plutôt une bonne chose. Hein. La forme est ascendante et inversement, à Nantes, la forme est plutôt descendante. On ne gagne plus du côté de la Beaujoire. On n'a pas beaucoup gagné d'ailleurs ces derniers temps. Du côté de la Beaujoire, 19e au classement, 5 points, une victoire, 2 nuls, 4 défaites. Vous suivez ce championnat de Ligue 1? Vous avez une équipe? Non, pas vraiment. Pas encore. Je regarde un petit peu les matchs de l'Olympique de Marseille, on va dire un peu plus que les autres. Et sinon, non, je suis pas tant que ça, mais quand on est en groupe, on essaye de regarder des matchs tout ensemble, c'est plutôt convivial. Bon, alors on va vous donner des nouvelles, nous, du FC Nantes, des nouvelles avec un carton jaune. Et je reprends mon carton jaune, qui est adressé finalement un peu à toutes les instances dirigeantes de cette équipe, puisque Miguel Cardozo, il a fallu aller le chercher. C'est le président Kita qui l'a nommé. Hein, l'entraîneur, c'est un peu l'homme de son président. Et puis maintenant, c'est plus du tout l'homme de son président, puisqu'il enchaîne les défaites. Enfin, l'équipe, sous son air, enchaîne les défaites. Donc on ne sait pas combien de temps ça va continuer encore pour Miguel Cardozo. Ce qu'on peut quand même vous dire, c'est que... C'est cité un tweet de Miguel Cardozo, l'entraîneur portugais, qui était plutôt confiant. Alors le tweet date du 23 septembre, hein, si je ne m'abuse. Il disait Miguel, merci pour votre soutien et à mes joueurs pour la dédication à chaque entraînement, chaque match. Sans vous, le foot n'a aucun sens. Work, work, work. Alors dédication, hein, vous faites Google Traduction, puis vous trouvez, ça veut dire dévouement, hein, dedicação. Pas mal? Oui. En portugais. Bon accent, ouais. Moi, j'ai un peu l'accent brésilien. Dedicação, ça veut dire dévouement, engagement. Eh bien, Miguel Cardozo pensait qu'un peu tout le monde était avec lui à ce moment-là. C'était avant le match contre Lille, une défaite. Puis est survenu le match de mardi, Lille, encore une défaite. Vous étiez au courant un peu? Le dernier match, vous pouvez dire non? Contre Nice. Contre Nice? Mais j'ai dit quoi? Lille. C'était fait exprès? Oui, voilà. C'était fait exprès. Donc c'était Lille. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat. D'accord. Il a eu un petit peu de soutien, hein, de la part des réseaux sociaux quand même, parce que Miguel Cardozo, je ne sais pas s'il est soutenu ou si c'est le président Kita qui ne l'est pas. Enfin, l'expression s'est exprimée sur les réseaux sociaux, avec notamment un certain Diego Bustos, bien connu des Nantais, qui tweet beaucoup autour de l'actualité du FC Nantes, qui dit gros soutien à Cardozo, peu importe les résultats, les désaveux injustes et les polémiques, restez vous-même. C'est ce qu'il a mis un peu en soutien de ce tweet de Cardozo, on l'a vu. Et il y en a d'autres qui sont arrivés, alors là, qui sont un peu plus parodiques. On commence à jouer, vous connaissez les réseaux sociaux, vous utilisez? Oui. Il n'y aurait pas une certaine catoche sur les réseaux sociaux? Exactement, c'est sur Twitter. Voilà. D'accord, je ne vous ai pas vu encore tweeter sur l'FC Nantes. Non, ça, je tweete pas beaucoup, on va dire que je suis plus... Au centre d'intérêt, c'est ça? Non, pas vraiment. Foot féminin. Voilà, c'est ça, on va se concentrer sur le foot. Alors, le complément de tweet direct, il est arrivé sous la forme d'une photo. Une photo qui représente finalement une sorte de cimetière militaire. Vous voyez, il y a un nom avec une croix, c'est Cardozo. Ouais. C'est dur le milieu du foot. Hein. Un petit peu, là, ouais, et puis derrière, il y a tous ces entraîneurs. Alors, on a fait les calculs, 13e ou 14e entraîneur de l'ère Kita, celui qui est à venir. Miguel Cardozo est en sursis. Il y a eu cet autre tweet alors qui est plus animé, presque plus ludique, alors qui symbolise, je vais vous le décoder, hein. On va le regarder ensemble, je vais vous le décoder, c'est un chat qui semble quitter une ère, la stratosphère, et atterrir, je pense que l'image symboliquement c'est en 2e division, alors c'est pas le même chat, hein, c'est un montage, et puis il n'est rien arrivé au chat. C'est un peu ce que, voilà, le message est un peu rude. C'est Gawel hein, qui a tweeté ça, ce chat qui saute dans l'espace et qui atterrit en 2e division. Ces psychodrames du foot, on les vit pas dans le foot féminin? Oh, il peut y en avoir aussi. Hein. On n'est pas exempté de vivre certains drames, mais ça prend pas ce genre d'ampleur quand même. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas les mêmes sommes qui sont en jeu. Oui. C'est pas du tout les mêmes sommes qui sont en jeu. On va dire que c'est plus au niveau du collectif que ça peut vraiment toucher plus que sur l'image en elle-même du club. Quoi. Ça vous intéresse? Vous suivez ou pas du tout via les réseaux sociaux? Ou vous êtes une joueuse, une spectatrice? Voilà, c'est ça. Moi, je regarde le foot masculin. Pour moi, ça reste vraiment un sport et un spectacle. Après, ce qui se passe à côté, c'est toujours intéressant à savoir. Il y a des petits potins, on va dire, mais sinon, en dehors de ça... Les potins vous intéressent? Un petit peu, oui. Oh, d'accord. Allez, on va parler maintenant d'Angers. Angers, c'est également l'autre club de la région. Vous la visualisez un petit peu, la région? Oui, à peu près. Allez, jingle pour Angers. Angers qui va plutôt bien.
puisque Angers est dans la première partie de tableau. Alors c'est inversement proportionnel. C'est peut-être pour ça qu'il y a un psychodrame à Nantes. C'est qu'on a un budget de près de 60 millions d'euros pour Nantes et une 19e place au classement. Tandis qu'à Angers, eh bien, on est le club est 9e, si je me souviens bien. 9e, 8e. 8e, merci. C'est pour ça que je vous ai fait venir. 8e, 10 points, 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et l'air, c'est plutôt l'air de la continuité à Angers. C'est pas les mêmes ambitions sportives. C'est un budget de 28 millions d'euros. Donc c'est... Donc là, finalement, c'est une bonne nouvelle d'être à la 8e place. C'est donc pas qu'une question d'argent. Angers le prouve. Angers le prouve aussi dans sa politique sportive, dans la continuité. C'est-à-dire que Stéphane Moulin, c'est un entraîneur. Vous avez entendu peut-être son nom. C'est quelqu'un qui est là depuis très très longtemps. Il y a un Instagram qui circule sur les réseaux sociaux. Et cet Instagram, il montre que voilà, Stéphane Moulin, il est au club depuis 2005, avec les pros depuis 2011. C'est sa 4e saison. Elles n'ont pas toutes été faciles. La première l'a été finalement, avec une grosse surprise du côté d'Angesco. Mais c'est la stabilité, la longévité, et c'est sa 4e saison. Cette longévité, elle aide à construire. Vous, quand vous êtes resté dans un club, vous êtes resté un certain temps, à Juvisy. Oui, à Juvisy, je suis restée 7-8 ans. Oui, même vous avez plus, passé une beaucoup bonne dizaine d'années. En fait, en changeant de catégorie, je suis passée par différents entraîneurs. Et c'est vrai qu'en fonction de l'entraîneur, ça reste quand même relativement différent, ce qu'on nous demande de faire, le jeu qu'on nous demande de produire. Et c'est vrai qu'avoir un même entraîneur sur plusieurs années, je pense qu'il peut y avoir que du bon, parce qu'il suit notre évolution et nous, on suit la leur aussi. Vous seriez pour une réforme avec chez les U9, U11, U13, quelqu'un qui vous suit et qui vous voit grandir, même si au début on jouait avec les garçons chez les filles, hein, c'est bien ça? Moi, personnellement, je n'ai jamais joué avec les garçons. Non. Voilà. Mais je pense quand même qu'au niveau du coaching, ça peut être bien d'avoir un entraîneur qui nous suit sur cette période-là. Vous n'avez jamais connu le plaisir de mettre un petit point à un garçon Alors si, dans la cour de récré, voilà. Mais en club, jamais. J'ai tout de suite commencé à Juvisy avec les filles. On va continuer à parler d'Angers, puisque l'ambiance, je vous disais, est plus détendue, à l'image de Christian Lopez, qui est le dernier arrivé. Alors c'est un joueur espagnol, Christian Lopez. Il est la dernière recrue du mercato hivernal, du mercato estival d'Angesco. Il vient d'Espagne. Et il y a une sorte de bizutage. C'est pas le bizutage médecine ni kiné. C'est un bizutage très très léger. Il a juste une petite chanson. On l'écoute. Nuestro tema, dijiste que me querías y partiste los esquemas, empecé a sentir algo extraño, pero si te me engañaste con mi en realidad no te quiero, eres tan especial que conviertes mi vida, mi luz, miré tus ojos, y yo no es tan especial que conviertes. Alors La Roche, le SO, il y a un bizutage ou pas? Petite chanson aussi, voilà. C'est une petite chanson, voilà, c'est tout? C'est ça. Il n'y a qu'une petite chanson. D'accord. Et puis même nos coachs ont pu y passer cette année. Alors, c'était quoi votre chanson, vous m'avez dit? Alors, juste pour savoir si vous êtes capable de me la chanter de nouveau. Moi, j'avais chanté Réseau de Niska avec une autre joueuse du club qui est arrivée en même temps. Si ça vous tente, allez-y. Non non, mais c'est pas grave. En fait, on avait fait un petit remix de la chanson. Le micro n'est pas prévu pour, voilà. C'est pour parler, on avait pour fait chanter. Un petit remix de la chanson et je vous avoue que j'ai pas encore toutes les paroles en tête, quoi. Ça reste un lointain souvenir, on va dire. Bon, puisque vous ne suivez pas trop la Ligue 1, je vais quand même vous donner les matchs à venir. Ça ne va pas être facile pour Nantes, qui se déplace à Lyon. Lyon, c'est une équipe de haut tableau. Deuxième, vous savez ça quand même un peu? Bon, Lyon, équipe de haut tableau. Pour Nantes, ça va pas être simple. Après, il y aura Bordeaux, ça va être compliqué également. Et Angers, par contre, a beaucoup à jouer, à continuer sur sa lancée, puisque Angers reçoit les derniers. C'est le club de Guingamp qui vient d'enregistrer un match nul. Mais bon, je vous le disais, Angers plutôt en forme ascendante. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut continuer sur ce terrain-là. Et là, maintenant, puisque je sais me servir de la corne de brume, je vous donne le national. Alors, le national, le classement du national, c'est donc Laval qui est en tête de ce championnat national. Laval est en tête, c'est des voisins, enfin ils sont un peu plus loin. Laval est en tête de ce championnat avec 19 points et surtout 6 victoires d'affilée, on va en parler tout de suite. Le Mans est donc 13e et donc avec 13 points 6e, tandis que Cholet marque un peu le pas. Un bon début de saison du côté des Choletais, vos voisins du Maine-et-Loire. Pas très loin, ça doit être 1 heure de route à peu près entre La Roche et Cholet. Un peu plus loin. Et Cholet qui est donc 11e avec 10 points. Donc on va d'abord commencer par vous parler de Laval. Pourquoi Laval? D'abord parce que ce sont les leaders dans ce championnat. Et Laval vient de gagner, et c'est pas la première fois.
6 à la suite. Vous voyez le titre. Laval donc a gagné contre Sannois-Saint-Gratien. C'était vendredi dernier. Un match, finalement, il y a 6 victoires à la suite. Donc c'est ce qui commence à... C'est pour ça que voilà, Laval est leader. Ça commence à compter. Et je vais vous faire voir un but. Je ne sais pas si on en met comme ça très souvent dans sa carrière. C'est Gaël Danic. Alors il prend son élan. Il réfléchit un petit peu au départ. Là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils sont à 35-40 mètres. Poum. Oui. Sacré vite, oui. Hein, ça va vite, je pense. Pour le gardien, ça a dû aller même un petit peu trop vite. Voilà, donc comme ça va vraiment très vite. Il faut la mettre, il faut la placer. Alors Gaël Danic, c'est un joueur de 36 ans. C'est plein d'espoir pour ceux qui avancent en âge. Hein. Il est breton, sa carrière donc professionnelle, elle a commencé en 2000 et il a marqué là son 68e but chez les professionnels. Vous en êtes à votre compteur, vous savez ou pas vous? Pas 68, mais vous jouez un peu devant. Oui. Le couloir, milieu, un peu votre couloir. Gauche. Maintenant, je vais peut-être redescendre un petit peu d'un cran aussi, peut-être essayer à la défense. Mais de ce temps de milieu, vous avez marqué, on marque avec l'équipe de France. L'équipe de France, je dois être à 2. Ouais. Et en tout en tout, franchement, je sais pas. Après ça, je sais qu'il y a eu des saisons où c'était plus ou moins bien. Mais j'ai jamais vraiment... Enfin, on n'a jamais eu vraiment un classement des buteuses, en fait, avec le nombre. Dans ce cas-là, on dit je compte plus. Voilà, c'est ça. Je compte plus, il y en a trop. D'accord. Alors, c'est l'occasion quand même de revenir sur cette actualité de Laval, du Stade Lavallois, avec quelqu'un qui suit un peu les choses de l'intérieur. C'est la chronique de notre collègue, Gilles Damingui. Oui David, cette équipe du Stade Lavallois vient de battre un record. Jamais en plus de 40 ans chez les pros, les Tangos n'étaient parvenus à enchaîner 6 victoires de suite. C'est désormais chose faite. Et d'ailleurs, la série est toujours en cours, alors pourquoi pas un 7e succès ce vendredi à Marignane. Au-delà de l'aspect statistique, c'est surtout révélateur d'un état d'esprit. Tout cela n'est pas possible sans un groupe soudé. Une bonne ambiance semble régner à l'entraînement, mais aussi dans le vestiaire et également en dehors. Les résultats sont bons et en plus il y a la manière. On observe bien plus de jeux, de qualité que la saison passée. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les joueurs s'illustrent à tour de rôle. Il y a 3 semaines, c'est Alexandre Vincent qui avait crevé l'écran. À Cholet, Gabriel Etinoff a brillé. Et la semaine dernière, c'est l'ancien Lorientais Gaël Danic qui a flambé avec notamment son superbe coup franc. Donc cette équipe prouve semaine après semaine qu'elle a le potentiel pour aller loin dans ce championnat. Merci Gilda de France Bleu Mayenne. C'est important quand le vestiaire vit bien. C'est une question de journaliste sportif ou vous dites ça aussi? Non, le vestiaire vit bien? Non, oui, c'est très important d'avoir un bon vestiaire, une bonne cohésion de groupe, que tout le monde s'entende, parce que on peut peut-être pas forcément s'entendre avec tout le monde à l'extérieur, mais sur le terrain, il faut quand même savoir faire la part des choses et c'est très très important, je pense, l'ambiance qu'il y a avant dans le vestiaire. Ouais. Alors le vestiaire, du côté Choletais, bon, il a connu des jours un peu meilleurs. Il est temps pour nous de changer de couleur et de passer à Cholet, 2e club de national, qui a connu une défaite 1-0, c'était à Lyon-du-Cher. On va voir les images tout de suite. Lyon-du-Cher, maillot jaune. Et là, c'est pas un bon moment pour un gardien de but. Franchement, c'est pas un bon moment. Théo Guivarch, on a une pensée pour lui. Ça arrive à tout le monde. D'avoir un contrôle un peu approximatif, d'avoir une danse comme ça, c'est pas tous les jours. Vous avez une célébration, vous ou pas, que vous voudriez nous montrer? Moi, j'aime bien faire mon petit saut avec... Alors, faites voir, on en profite. On en profite. Si le metteur en scène est d'accord, vous avez un saut? Voilà, j'arrive et puis... Et je fais ça, quoi. Enfin, ça reste quand même assez simple, assez sobre. Dans le foot féminin, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de grosses célébrations qui ressortent comme on peut le voir sur le foot masculin. Mais c'est moins ridicule que Cédric Toutat. Je peux vous dire, franchement, sa célébration... Enfin, moi j'ai pas adhéré, perso. On me demande pas mon avis. Je pense qu'il a voulu imiter le grand Samuel Umtiti sur la Coupe du Monde, voilà. Oui, il y a Umtiti et les autres. Je ne vous ferai pas de blague sur Umtiti. Allez, c'est donc la 2e défaite consécutive après celle concédée à domicile contre Laval, donc pour Cholet. Les temps ont été meilleurs pour les hommes de Romain Révelli. On va passer au 3e club régional, dont vous connaissez l'identité, évidemment, en national. C'est pour voir si vous m'aviez suivi. J'attends. Allez, il y a Laval, il y a Le Mans. Cholet. Et c'est Le Mans. Ah, Le Mans. C'est Le Mans, c'est notre 3e club qui joue avec donc
Un maillot blanc. Un maillot blanc le temps d'un match, c'était face à Rodez. Je vous propose quelques images. C'était en Aveyron. Un début de match un peu compliqué. Un peu compliqué parce qu'ils ont d'ailleurs souvent des débuts de match compliqués, les Sartois. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une défense un petit peu élastique. Et puis, il veut lober, il lobe pas. Il veut la mettre au sol, il la met pas. Bon, en fait, il la met entre les deux. Et puis là, quand on est gardien, quoi faire? Vous n'avez jamais testé gardien de but? Non. Non. C'est le seul poste, je pense, où je suis pas passée encore. Bon, d'accord. Alors, c'est un but de Dorian Caddy et donc c'était arrivé avant la demi-heure de jeu. Ils n'ont pas pu marquer ensuite. Donc, les Manceaux qui sont sur quand même, c'est une bonne équipe. Hein. C'est une bonne équipe de nationale, mais contre les équipes un peu plus musclées, qui ont plus l'habitude de ce niveau, puisque Le Mans, j'en profite pour parfaire votre culture générale. Le Mans a passé 5 saisons dans les divisions d'en dessous. Il y a eu une restructuration. Voilà. Le Mans arrive à ce 3e niveau de l'échelon national. Et Le Mans a encore à apprendre. D'ailleurs, on va écouter la chronique de notre journaliste de France 3 Maine, c'est Thierry Fourmy. Il nous fait un peu le topo là sur Le Mans. Oui David, c'est une quinzaine cruciale qui s'annonce pour Le Mans FC avec la réception jeudi soir à la MM Arena de l'équipe de Quevilly et puis un déplacement face à un autre prétendant à la montée une semaine plus tard à Boulogne. Autant dire qu'on en saura plus sur le véritable potentiel de cette équipe à l'issue de ces 2 rencontres. Le Mans FC qui s'est incliné pour la première fois dans le championnat national il y a une semaine, c'était à Rodez, défaite 1-0 dans l'Aveyron. L'entraîneur Richard Désiré était plutôt satisfait du contenu, mais les Manceaux, lors de cette rencontre, n'ont pas cadré une seule de leurs frappes, donc difficile évidemment de ramener un résultat positif dans ces circonstances. Et puis Le Mans FC, s'il a des ambitions dans ce championnat, va devoir gommer une fâcheuse habitude, encaisser un but dans le premier quart d'heure. Ça s'est encore produit à Rodez, donc il va falloir vraiment essayer de gommer ces petits problèmes d'entame de match pour avoir de réelles ambitions dans le championnat de national. Bon, on va vite avoir la réponse si Le Mans retient la leçon de ces débuts de match compliqués, puisque Le Mans joue ce jeudi. Quevilly vient en Sarthe jouer contre l'équipe Mancel. Et la suite du calendrier national, c'est vendredi, comme à l'habitude. Cholet qui va recevoir Concarneau, 7e au classement, tandis que Marignane sera l'hôte des Lavallois. Marignane, 14e au classement. Voilà pour le championnat national. C'est le temps du match du week-end. Oui. Ce match du week-end, c'est l'ESO La Roche-Vendée, football, on dit Vendée toujours, contre Orléans. Donc vous êtes, rapidement, vous êtes 3 leaders dans ce championnat de 2e division féminine. Il y a Reims, il y a La Roche, et puis il y a Orléans. Donc, gros match, grosse préparation au tableau noir. Vous avez les éléments pour étudier ou pas l'équipe d'en face comme Orléans? Alors là, pour l'instant, on ne les a pas encore, mais les coachs travaillent dessus. Donc on aura la présentation sûrement avant le match. Et oui, c'est vrai qu'on essaye de rester concentré pour aborder ce match-là, parce que jusque-là, on n'a pas de défaite. On enchaîne 3 victoires, on ne se prend pas de but. Donc on essaie de rester sur cette lignée et de repartir sur des victoires. Le groupe vit bien, vous me disiez, vous faites des petites photos entre vous. C'est vous qui prenez la photo là? Ah oui, c'est moi. Donc là, c'était au match contre le Havre. C'est vrai qu'on a joué dans le... Oui, c'est ça. Sans mes fiches. C'est ça. On est dans le stade de Océane, si je ne me trompe pas, le nom du grand stade bleu. Impressionnant. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, surtout en D2, de jouer dans des stades comme ça. Les plus anciens clubs de France. C'est ça, exact. Donc photo oblige, petit selfie entre équipe, et voilà. Ça fait des souvenirs. Il y a 4 points de différence finalement dans votre championnat. C'est un championnat, 4 points de différence entre le 5e et le 7e. Ici et Le Havre justement. Ça commence à se dessiner la hiérarchie entre vous, les 3 qui se détachaient, qui avaient 3 victoires, et puis les autres. C'est ça. Donc là, c'est un match fort, important du week-end. Très important, oui. Puis voilà, comme j'ai dit, on veut vraiment rester sur cette lignée. Les coachs l'ont dit, plus on enchaîne les victoires, mieux c'est. Et malgré le nul qu'on fait ce week-end, on veut repartir du bon pied. Et je pense qu'Orléans, c'est vraiment le match où on doit montrer que, voilà, on mérite peut-être la montée.
Ah, j'ai entendu, pardon. La montée. La montée en D1. C'est donc une ambition affichée cette saison de votre club? Oui. On fait venir Karadjov, il faut monter. Non, je plaisante. Excusez-moi, Catherine. Il n'y a aucun problème, on se chambre. Hein, oui, c'est ça, on se chambre. Voilà. Oui, enfin, la montée, ça reste toujours dans un coin de la tête. Je pense qu'on en a les moyens et je vois pas pourquoi on pourrait pas y arriver cette année. On a une très bonne équipe, jeune, mais bonne équipe, et je pense qu'on a vraiment les moyens de toucher à cette D1. Pour donner envie, finalement, à celles qui nous regarderaient, vous êtes tombé comment, vous, dans le football? Alors, un peu par hasard. C'est vrai que dans ma famille, mon père, mon oncle, mes grands-parents, enfin, mes grands-pères jouaient au foot. En Bulgarie? Oui, c'est ça, exactement. Mais moi, ils m'ont jamais vraiment parlé ouvertement de foot pour que j'en fasse. C'est vraiment dans la cour de l'école que je jouais avec mes copains. Et petit à petit, je me suis posé la question, est-ce que je voudrais pas en faire peut-être en club? Et c'est de là que je me suis Qu'est-ce qui fait franchir le pas? C'est quoi, 9, 10 ans? Vous franchissez le pas? Vous allez à Juvisy? Voilà, ça a 8-9 ans. Je vais à Juvisy parce que c'était le club qui était à proximité. Voilà. Puis un bon club quand même, un club de renommée. Oui, vous aviez déjà envie. Vous aviez déjà une certaine ambition de, pas forcément mais au moins de jouer sérieusement. Voilà. C'est ça. Et donc, voilà, je suis arrivée à Juvisy comme ça et je suis restée une bonne dizaine d'années là-bas. Vous avez le sentiment que ça grandit, hein, le foot féminin, l'engouement, en parler, c'est plus... Oh, elle fait du foot féminin? Non? Il y en a encore. D'accord. Il y en aura, je pense, encore un moment, des personnes comme ça qui s'y attendent pas forcément. Mais c'est vrai que comparé à mes débuts dans le foot, là, l'image a sacrément changé. Et c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde féminine qui arrive en 2019 à la maison en plus, je pense que ça peut être vraiment un bon moyen de faire parler du foot féminin. Alors la fédération joue un peu de cette image. Regardez, c'est un clip où il y a un papa, qui pourrait être votre papa, qui il t'emmène à la danse. Parce que finalement c'est là qu'ont les petites filles. C'est la version féminine, je trouve, de Billy Elliot. Un petit peu. Voilà. C'est ce garçon qui est pris de danse et là, finalement, la jeune fille, non. Elle traverse le couloir de danse et sa passion, c'est le football. On vous a pas mis dans les pattes faire de la danse? Alors, danse, non. Mais c'est vrai qu'avant que je commence le foot, mes parents voulaient quand même que je regarde un peu tous les sports qui étaient proposés un peu dans la vie. La gym, la danse. Et pas ce genre de sport-là. Moi, je me suis orientée plus vers l'escrime. Voilà, donc pas trop habituel non plus. J'en ai fait 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai compris que c'était vraiment le foot qui m'intéressait, quoi, et je me suis lancée dedans. Ouais. On n'a plus à se cacher quand même quand on fait du foot. Non. Faire croire à son père qu'on fait autre chose, hein, comme la jeune fille dans le clip de la 3D. J'ai toujours été bien soutenue. La nouvelle et ça se termine bien. Hein. Il va au stade, sa fille marque un but. Voilà. Et en plus, c'est tourné au stade de Maquin, c'est là où je jouais quand j'étais en U19 à Juvisy, justement. Donc ça fait toujours plaisir d'en revoir un peu. Donc papa, un jour, il a levé les bras en disant c'est ma fille, c'est la mienne, elle est à moi. Voilà. On se retrouve un peu dedans. Bon, le foot féminin, je vous disais, quand même, ça avance. Hein. Il y a il y a de plus en plus de joueuses de foot féminin. Alors, la Ligue des Pays de la Loire a sorti quelques chiffres, quelques éléments pour montrer l'importance, finalement, ça pèse. Hein. Il y a près de 10 923 féminines qui participent. Hein. Alors, il y a plein de petits chiffres, mais il y a un quart des féminines qui sont engagées, c'est des 5 à 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes filles qui ont envie de taper le ballon. Quoi. Finalement, on se sent valorisé aussi à faire du foot. Oui. Hein, dans la cour d'école, c'est quelque chose qui est important aussi? Oui, je pense. Et même de voir qu'on amène les gens à s'intéresser à ça de plus en plus, c'est ça qui est surtout très valorisant. Oui. Voir qu'on attire l'œil et que les gens ne s'arrêtent pas forcément à « ah, c'est une fille, elle fait du foot, ça va pas ensemble ». Là, on commence un peu à changer cette mentalité et c'est surtout ça qui est très valorisant. Et ce qui va continuer, je pense, de valoriser, c'est la Coupe du Monde. Oui. Elle arrive en juin prochain. Alors, il n'y a pas de match en Pays de la Loire. Ne courez pas à la Beaujoire, vous serez tout seul. Par contre, on va jouer à Rennes et on va jouer à Paris également des matchs de Coupe du Monde. C'est du 7 juin au 7 juillet et c'est l'objet de la chronique d'Olivier Quin, qui est consultant de France Bleu Loire-Océan, également entraîneur et un ancien pro. On l'écoute. Déjà, tout est mis en place au niveau des ligues, au niveau des clubs pour que le foot féminin soit de mieux en mieux structuré. Et c'est le cas parce que ça a été le leitmotiv de bien sûr, la Fédé, des ligues et des clubs. Après, il y a un championnat de France qui est à 2 vitesses. Il y a Lyon
un petit peu le PSG, et puis derrière, c'est quand même assez faible, et ça, c'est un frein pour le niveau de l'équipe nationale. Par contre, derrière, il y a une formidable opportunité, c'est que cette Coupe du Monde 2019, elle va se dérouler en France avec des prix très attractifs pour les spectateurs. Donc, il va y avoir une mobilisation générale. Et c'est peut-être l'année ou jamais. Le problème aussi, c'est qu'en face, il y a des équipes comme les États-Unis qui ont gagné la dernière Coupe du Monde et d'autres équipes qui, elles aussi, ont leur mot à dire. Mais vu les moyens qui ont été déployés pour le foot féminin, le niveau qui est en train d'être élevé, j'ai envie de dire que c'est peut-être la bonne année. Et je pense que ça ne pourra pas se présenter une autre fois. Donc il faut vraiment continuer à travailler jusqu'à juin 2019. Et l'équipe de France aura peut-être toutes ses chances d'aller gagner la Coupe du Monde. Elle a ses chances, l'équipe de France ? Je pense que oui. Elle a, avec Corinne Diacre en tant que nouvelle coach, c'est vrai que les choses... L'entraîneur. Je crois que c'est votre entraîneur idéal. Vous aimeriez bien l'avoir ? Alors après, je la connais peut-être pas assez pour dire ça. Elle montre la voie en tant qu'entraîneur. Oui. Elle a entraîné Clermont, des hommes. Oui, c'est ça. Enfin, c'est quand même une femme qui a su s'imposer dans le milieu masculin, donc c'est vraiment pas rien. Et jusque-là, les résultats qu'elle a montrés avec l'équipe de France ne sont pas mauvais du tout. Et je pense vraiment qu'on a notre chance. Puis c'est à la maison, c'est quelque chose qui galvanise un peu. Je pense que la motivation, en tout cas, est là pour aller jusqu'au bout de cette Coupe du Monde. Je vais avoir des petites questions pour vous. Catherine, une petite question. Mais avant cela, quand même, notre coup de cœur. Alors, c'est un coup de cœur pour quelqu'un d'ici. Alors, on lui doit tous un peu quelque chose ici, parce que le nom du SB Foot, c'est lui. C'est un passionné de football, voilà. C'est Daniel Le Floch. Alors on lui rend hommage parce que c'est, fallait y penser, 5 semaines en ballon, Jules Verne, 1863. On n'a pas forcément, moi j'ai tapé pour me renseigner, mais Daniel il savait tout ça lui. Et Daniel, il a donné le nom de l'émission. Et Daniel, il part à la retraite. Il part à la retraite. À la fin de cette semaine. Donc voilà, c'est quelqu'un sur lequel, c'est un ami, c'est quelqu'un sur lequel on a toujours pu compter. Et voilà, c'est une manière de lui témoigner qu'il peut aussi et toujours compter sur nous par-delà son départ à la retraite. C'est un passionné de foot, c'est un passionné de hand notamment. Voilà, une semaine en ballon, c'est un bon titre. Oui. Ouais, c'est pas mal. Très bon titre, oui. Bon, vous dites ça parce que vous êtes invité ? Ah non, absolument pas. Bon, d'accord, allez. Je le crois. C'est l'heure de notre dernier temps, un temps fort. J'ai une question pour vous, Catherine. Mais avant, il faudrait peut-être que vous ouvriez un placard parce que la question change en fonction, finalement, du placard que vous allez ouvrir. Alors... Il y a quoi ? Un maillot du Bayern de Lizarazu. Alors, le Bayern, ça vous fait penser à quoi ? L'Allemagne ? Oui. L'Allemagne, ça vous fait penser au foot féminin ? Ah oui, c'est quand même... D'accord. Un très gros pays en ce qui concerne le foot féminin. Bon, vous n'avez pas à faire les questions à ma place, c'est moi qui vous pose la question, vous allez regarder en plus. Alors en cette édition, 4 pays ont remporté la Coupe du Monde. Les États-Unis, c'est trop facile, ils ont remporté 3 éditions. Je vous demande les 3 autres. Les 3 autres. Alors est-ce que c'est, petit 1, Allemagne, Japon, Norvège ? Est-ce que c'est Brésil, Allemagne, Japon ? Ou est-ce que c'est Suède, Japon, Allemagne ? Quels sont les 3 pays ? Réflexion. Je vais opter pour la petite C. La 3e réponse. Mais vous n'étiez pas né en 1995 quand la Norvège remporte la Coupe du Monde. J'aurais pas parié sur la Norvège. Vous pouvez me rejoindre. Allez. Pose ça. Vous laissez Lizarazu. Vous pouvez me rejoindre parce qu'on va signer la fin de l'émission. Je vais faire la bise une dernière fois. Et vous dire, bon match à vous. Merci. Dimanche, vous pouvez aller au stade de La Roche-sur-Yon voir le duel contre Orléans. Et puis vous dire à jeudi prochain. En plus, ça tombe bien, c'est le taulier qui revient, Anthony Brulez.